Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour nous avoir proposé cette intervention. Donc avec Racha, aujourd'hui, nous vous proposons une présentation d'une sélection de données récentes, lorsque cela est possible, d'un bon niveau de preuve, et qui nous ont paru pouvoir avoir un impact significatif sur la pratique pour les acteurs des soins primaires. Donc nos liens d'intérêt. Alors, en guise d'introduction, il nous a paru utile de vous rappeler les différents critères de jugement que l'on peut trouver dans les essais cliniques sur la Covid-19. Alors bien sûr, ce qui vous intéresse au premier chef, c'est les critères cliniques. Et là, il faut distinguer deux catégories assez différentes, ce qu'on pourrait qualifier de durs, qui sont particulièrement objectifs en termes d'évaluation, et en particulier le décès et l'hospitalisation, parfois d'autres types d'échelles ou de scores de sévérité. À côté de ça, des critères cliniques un petit peu plus mous, qui sont un petit peu plus subjectifs dans leur évaluation, tels que la durée des symptômes, et qui, dans certains essais, font l'objet d'une auto-évaluation par les patients. Et à part, bien sûr, des critères intermédiaires, et en particulier des critères virologiques qu'on retrouvera dans les essais de phase précoce, comme les phases 2. Alors aujourd'hui, on va se centrer sur les traitements pour la phase précoce de la maladie Covid, et donc particulièrement cette phase qu'on qualifie de virologique, mais aussi le début de la phase inflammatoire, quand les patients deviennent oxygéno-requérants, ce qui peut intéresser les acteurs du soin primaire chez des patients qui seraient maintenus à domicile et placés sous oxygénothérapie, par exemple. Alors le premier grand volet, la première grande avancée, c'est la corticothérapie. Alors tout d'abord systémique au travers des résultats du grand essai britannique Recovery, donc une population hospitalisée, et un critère de jugement dur, la mortalité à J28, mais des résultats qui pourront éventuellement être transposés à des patients oxygéno-requérants au domicile. Alors cet essai nous a montré un bénéfice très net chez les patients en particulier oxygéno-requérants ou sous ventilation mécanique, mais en revanche, comme vous pouvez le voir, une tendance plutôt inverse et des doutes qui persistent chez les patients qui ne seraient pas oxygéno-requérants. Alors si on regarde les analyses de sous-groupes, c'est intéressant puisqu'on s'aperçoit que ce bénéfice est plus particulièrement marqué chez les patients de moins de 70 ans et chez ceux qui ont des symptômes évoluant depuis plus d'une semaine, ce qui est cohérent avec le bénéfice observé chez les patients oxygéno-requérants. Donc, sur la base de ces résultats très convaincants, le HCSP puis la HAS ont émis des recommandations pour l'utilisation de la dexaméthasone à la posologie de 6 mg par jour pendant 10 jours. Et donc ceci, bien sûr, est maintenant une part intégrante du standard de soins en milieu hospitalier. Alors, sur la base de ces résultats, bien sûr, on est intéressé de voir ce que pourrait donner la corticothérapie par voie inhalée, facile à utiliser en soins primaires et bien tolérée dans d'autres indications. Et là, c'est un autre essai britannique, Principle, dans une population ambulatoire, avec des patients qui avaient une infection prouvée à SARS-CoV-2, une population à risque d'aggravation, qui ont reçu du budesonide pendant 14 jours. Et là, on a un bénéfice sur un critère de jugement donc un petit peu plus mou, la guérison auto-déclarée, mais pas de bénéfice démontré sur l'hospitalisation ou le décès à J28. Alors, des résultats en demi-teinte qui ont quand même conduit l'Agence britannique du médicament à proposer une utilisation au cas par cas, en précisant bien que c'est hors AMM. Et en revanche, l'Agence européenne du médicament qui se positionne de manière beaucoup plus prudente, en soulignant la limitation des données disponibles et en rappelant cette tendance possiblement délétère qui avait été observée dans Recovery chez des patients qui n'étaient pas oxygéno-requérants, et donc la prudence qui s'impose. Alors toujours dans le cadre de l'essai Principle, mais à une période un petit peu plus ancienne, où les patients inclus n'avaient pas forcément une infection confirmée, mais étaient suspects de Covid, mais toujours dans une population à risque de forme grave, la proposition de l'azithromycine, qui par contre n'a pas abouti à un bénéfice clinique, quel que soit le critère de jugement principal considéré, le critère dur ou le critère un peu plus mou. La doxycycline dans l'essai Principle, de manière contemporaine à l'azithromycine, avec une population tout à fait similaire, et un bras qui a été arrêté pour futilité suite à une analyse intermédiaire.
Alors on change d'essai avec l'essai Col-Corona, qui est un grand essai multicentrique et multinational, coordonné par une équipe québécoise, qui lui a proposé la colchicine dans une population de patients ambulatoires suspects, dont certains avaient une confirmation virologique, mais pas tous. Là encore, une population à risque de forme grave, un traitement pendant une durée assez prolongée, et des critères de jugement clinique durs, et sur l'analyse principale qui portait sur tout l'échantillon, l'absence donc de bénéfices. Par contre, sur l'analyse secondaire qui était planifiée dans le protocole et restreinte à l'échantillon des patients avec une infection confirmée, qui était quand même la majorité, un bénéfice, mais on soulignera quand même la taille de l'effet qui est assez faible et qu'il faut mettre en balance avec la tolérance de la colchicine qui est bien connue et qui, comme attendu, était assez médiocre sur le plan digestif. Donc l'ivermectine, elle avait aussi été soulevée comme une piste thérapeutique intéressante puisque un effet antiviral avait pu être observé in vitro, notamment sur des coronavirus. Et de nombreux protocoles ont été enregistrés. Par contre, c'est intéressant de noter que si beaucoup ont déjà dépassé la date prévue de fin de l'étude, il y a très peu de résultats encore publiés. Donc l'essai EPIC, c'était un essai randomisé contrôlé versus placebo en double aveugle, conduit en Colombie chez des patients ambulatoires ou hospitalisés sans support respiratoire, avec des symptômes évoluant depuis moins de 7 jours, donc vraiment à cette phase précoce, et qui proposait un traitement pendant 5 jours. Le critère de jugement principal, c'est intéressant de le noter, avait été changé en cours d'étude, puisque avec leur premier critère de jugement principal, ils avaient pu recalculer le nombre de sujets à inclure qui était pour eux irréalisable, et donc ils ont choisi de garder le délai de guérison autodéclaré. Donc on est sur un critère qui est quand même assez faible, et on voyait que dans tous les cas, sur ce délai de guérison, il n'y avait pas d'effet significatif du traitement par ivermectine. Il y a eu d'autres travaux qui montraient peut-être une tendance à l'efficacité, mais c'est intéressant de noter que ça reste sur des travaux de très faible qualité. Et par exemple, il y a une revue de la littérature qui a inclus 8 études qui évaluaient l'ivermectine uniquement en monothérapie. Il y avait seulement 2 essais randomisés contrôlés. Sur ces 2 essais, il n'y en avait qu'un qui avait été publié et l'autre était un préprint. Et en fait, les résultats étaient extrêmement discordants et il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander l'usage de l'ivermectine actuellement dans la Covid-19. À noter également, il y a eu de nouvelles données d'analyse in vitro et de pharmacologie qui montrent qu'il est peu probable que l'ivermectine atteigne les concentrations au niveau pulmonaire qui seraient nécessaires pour avoir un réel effet efficace, y compris avec des doses à plus de 10 fois la dose autorisée. Donc on peut imaginer qu'il faudrait des doses avec une toxicité non négligeable. Donc voilà, pour l'instant sur l'ivermectine, pas de données suffisantes pour la prescrire. Une autre molécule qui avait beaucoup fait entendre parler d'elle récemment, c'est la vitamine D, puisque des études épidémiologiques semblaient montrer qu'il y avait plus de cas de Covid dans les populations carencées en vitamine D, notamment de formes graves. En termes d'études, on a assez peu de données publiées. Donc, le principal essai qui avait conduit à envisager une efficacité de la vitamine D, c'était un essai pilote, Covidiol, qui portait sur seulement 75 patients et qui semblait montrer un effet sur l'admission en soins intensifs. Donc c'est un essai qui était quand même conduit auprès de patients hospitalisés avec une atteinte pulmonaire confirmée. Et il faut noter qu'à l'époque où cet essai avait été mené, le standard of care s'était associé à hydroxychloroquine et azithromycine, que tous les patients avaient également reçu. Donc il semblait montrer une efficacité de l'administration de vitamine D, mais à remettre en perspective avec les effectifs très limités. Et un autre essai randomisé contrôlé versus placebo publié récemment en février, qui était conduit également auprès de patients hospitalisés, ne retrouvait pas cette efficacité pour le coup sur la durée de séjour hospitalier des patients. Qu'en est-il en ambulatoire ? En ambulatoire, il n'y a pas vraiment d'essais publiés. Il y a eu une étude qui portait sur des patients qui pouvaient présenter des caractéristiques ambulatoires, mais suivis en hospitalisation en Inde. Il n'y avait que 40 patients inclus et de nombreux biais étaient retrouvés dans cette publication. Et donc actuellement, il n'y a aucune donnée suffisante qui permette de recommander la prescription de vitamine D chez les patients atteints de Covid-19.
Alors, on change de registre après les molécules repositionnées. Donc, on va aborder les immunothérapies passives spécifiquement développées contre le virus SARS-CoV-2 et contre la protéine Spike, et qui donc visent à empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Donc, on va vous présenter les données concernant 2 bithérapies qui sont disponibles à la prescription en France. Alors, la première qui a été évaluée dans le cadre d'un essai multiphase, l'essai BLAZE-1, avec tout d'abord une phase 2 dont les résultats sont publiés, dans une population avec des formes légères à la phase précoce de la maladie, à risque et avec une part importante de patients obèses. Donc, dans la phase 2, une efficacité virologique a été démontrée, puis l'association a été évaluée dans 2 phases 3, avec 2 régimes de doses, et a permis un bénéfice significatif sur l'hospitalisation ou le décès. Alors, on soulignera néanmoins que ces résultats préliminaires, pour l'instant, ont été communiqués soit lors de conférences, soit par voie de communiqué de presse. Donc, on attend toujours leur publication dans des revues à comité de lecture et leur validation définitive. Alors, autre point important, c'est que cette bithérapie est impactée par les mutations en position 484 présentes chez certains variants et perd son efficacité dans ce contexte. Alors, une autre bithérapie, évaluée dans le même type de population, avec une approche similaire, donc tout d'abord un essai de phase 1-2 dont les résultats sont publiés, qui a montré là encore un bénéfice sur un critère virologique, mais avec tout de même un bémol chez les patients qui avaient déjà développé l'immunité humorale anti-SARS-CoV-2, cet effet semblait absent ou en tout cas limité. Par la suite, donc, cette association a été évaluée dans un essai de phase 3, là encore avec 2 schémas de doses différents, et là encore un bénéfice sur le même critère d'hospitalisation ou de décès. Concernant l'impact des variants, alors c'est un petit peu plus robuste concernant les variants qui ont une mutation en particulier 484, et pour l'instant l'efficacité semble se maintenir, mais avec la perte d'efficacité de l'un des 2 anticorps. Alors, suite à ces résultats préliminaires mais encourageants, ces molécules ont été mises à disposition pour les prescripteurs dans le cadre d'une ATU de cohorte en France. Et les critères d'accès à cette ATU ont été très récemment élargis. Et désormais, il est possible de proposer ces traitements aux personnes dès l'âge de 12 ans, dès lors qu'elles sont à risque élevé de formes graves, qu'elles sont à la phase précoce de la maladie et qu'elles ne sont pas oxygéno-requérantes. Donc, dans tous les cas, avec une infection prouvée. Et cette prescription s'assortit d'un certain nombre de précautions. Alors, tout d'abord, en termes d'administration, puisque ces traitements s'administrent sous surveillance hospitalière, même si c'est sur une durée assez brève et qui peut être compatible avec une hospitalisation de jour. Et deuxièmement, des mesures d'encadrement d'ordre virologique avec une recherche des variants avant le traitement et une surveillance après traitement pour repérer précocement l'apparition d'éventuels mutants résistants et éviter leur diffusion dans la communauté. Donc, si des patients éligibles se présentent à vous en soins primaires, il faut vous rapprocher de vos correspondants infectiologues en particulier pour l'accès à ces traitements. Alors, concernant l'anticoagulation et la Covid-19, il existe un probable état d'hypercoagulabilité chez les patients lié notamment à une hyperinflammation et à des lésions endothéliales. Et donc des études ont constaté une incidence élevée de ces complications chez les patients présentant des formes sévères. Des microtrombies ont été aussi régulièrement retrouvées dans la circulation pulmonaire sur des autopsies. Et un certain nombre de facteurs de risque associés ont pu être décrits. Toutefois, si beaucoup d'études actuellement sont enregistrées pour évaluer l'efficacité de l'anticoagulation à la fois préventive ou curative et différentes molécules, donc ou bien des héparines ou bien des anticoagulants oraux directs, il n'y a pas encore de données franches publiées et il n'y a peu ou pas de données chez des patients ambulatoires.
Actuellement, les recommandations sont avant tout d'estimer le risque thrombotique et hémorragique des patients en utilisant éventuellement des scores de risque pour les patients ambulatoires et chez les patients non oxygéno-requérants qui présentent des facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse. La prophylaxie est à prescrire selon les posologies habituelles pour une durée de 7 à 10 jours et il est recommandé de surtout promouvoir la mobilisation des patients dans la mesure du possible. Pour les patients qui présentent des formes sévères, il n'y a pas encore de réel consensus sur les doses à utiliser. Ce qui est recommandé en France, c'est de garder les posologies usuelles et éventuellement, si on a des patients qui ont vraiment un risque très élevé, d'évaluer au cas par cas. Dernier traitement dont on avait beaucoup entendu parler, c'était les anti-inflammatoires non stéroïdiens et notamment leur association possible à des formes sévères. En effet, mars 2020, une alerte avait été émise suite à l'hospitalisation de plusieurs sujets jeunes avec des formes sévères et dont l'un des points communs semblait être la consommation d'AINS quelques jours avant leur hospitalisation. Et ça avait conduit le ministère de la Santé et le Haut Conseil de la Santé publique à déconseiller, voire contre-indiquer l'utilisation de ces AINS chez les patients suspects de Covid. Assez rapidement, l'OMS ainsi que l'Agence européenne du médicament ont émis un avis qui allait dans le sens inverse et que pour eux, il n'y avait pas de données qui permettaient de contre-indiquer ce traitement. Une méta-analyse a été publiée récemment dont l'objectif principal était de déterminer le risque de mortalité associé à l'utilisation des AINS en prédiagnostic chez les patients Covid-19. Donc il y a 5 études qui ont été incluses. Et donc 3 étaient rétrospectives, 2 prospectives. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces études, il y en a 2, donc celle de Park et celle de Lund, qui ont été menées sur des bases de données de l'assurance maladie, sur des très très grandes cohortes. Et ils ont effectué une analyse statistique sur les données agrégées de chaque étude. Donc là, je vous propose un de leurs résultats, qui était la présentation en forest plot des analyses sur les 3 études présentant les résultats sous forme de hazard ratio. Et on voit un hazard ratio global à 0,86 avec un effet non significatif. Donc il ne semble pas y avoir d'association entre la consommation d'AINS et la survenue d'une forme sévère, et ça semble aller dans le sens des recommandations de l'OMS, qui est de les prescrire au cas par cas et en fonction des indications habituelles de ces traitements. Pour résumer, finalement, il y a de nombreux protocoles enregistrés, majoritairement sur des patients hospitalisés, et encore peu de données publiées. Donc ça pose la question de possibles biais de publication, mais aussi d'autres questions, par exemple sur la difficulté à recruter des participants pour ces essais. Et on peut noter un résultat majeur, qui est celui de l'efficacité de la dexaméthasone à 6 mg par jour pendant une durée maximale de 10 jours chez les patients oxygéno-requérants. Et on peut noter aussi donc, cette ATU de cohorte pour les immunothérapies passives avec, depuis quelques jours, une extension de la prescription possible pour les patients à partir de 12 ans présentant des facteurs de risque qui sont l'immunodépression sévère ou des pathologies chroniques à risque de forme grave. Il n'y a pas de niveau de preuve suffisant à l'heure actuelle pour recommander d'autres traitements en pratique, et donc ça souligne l'importance de poursuivre la recherche clinique, notamment en ambulatoire, afin d'avoir des données valides pour prescrire des thérapeutiques adaptées à nos patients. Merci beaucoup.